Chers élèves, bonjour et bienvenue pour cet audio cours qui nous conduit aujourd'hui à attaquer l'objet de travail conclusif de notre thème sur les frontières. Donc, dans vos cahiers, vous marquez quoi ? Vous marquez le titre, objet de travail conclusif, les frontières internes et externes de l'Union européenne. On va commencer par l'introduction, bien sûr. Alors, l'Union européenne, elle s'est construite progressivement. Elle est le fruit d'une construction progressive. Au point où Jacques Delors, D-E-L-O-R-S, parlait d'elle comme un OPNI, un objet politique non identifié. Alors, construction progressive parce que l'Union européenne, c'était d'abord la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, une communauté européenne du charbon et de l'acier qui s'est ensuite transformée en communauté des États européens, la CEE, suite au traité de Rome. Alors il y avait un autre traité en même temps, en parallèle que celui de la CEE, sur l'énergie atomique, la communauté de l'énergie atomique. Et enfin, cette CEE s'est transformée par le traité d'union, un seul traité pour les unir tous, entre guillemets, pour ceux qui connaissent le livre qui parle de l'anneau, et cette union, c'est l'Union européenne. C'est l'entité politique supranationale dans laquelle nous vivons aujourd'hui. L'Union européenne, elle vise à faire émerger une nouvelle entité politique supranationale. Et cette nouvelle entité politique supranationale, eh bien, elle participe à la remise en cause de la division politique du monde entre États. Si on prend l'exemple du marché commun, en fait, le marché commun, il va unir des pays dans une même unité économique, dans le sens où il n'y a plus de droits de douane et qu'on franchit, les produits du moins franchissent librement les frontières. Si on s'intéresse aux individus dans l'Union européenne, on a l'espace Schengen. Or, quand on regarde les limites de l'espace Schengen, eh bien, elles ne coïncident pas directement avec l'Union européenne. C'est-à-dire que on a des personnes qui peuvent traverser les frontières librement à l'intérieur de l'Union européenne, mais pas dans tous les pays de l'Union européenne. Et qui plus est, si on parle de l'espace Schengen par exemple, on a même des pays qui ne sont pas de l'Union européenne, c'est-à-dire la Suisse, qui sont membres de l'espace Schengen. Bon, vous voyez qu'il y a bien ici, d'une certaine façon, une remise en cause de la division politique du monde, et les frontières de l'Union européenne ne coïncident pas avec la totalité des traités qu'ont signés les pays de l'Union européenne, pour compliquer le tout. Ensuite, on a des pays qui disposent d'une frontière extérieure qui est commune dorénavant. C'est-à-dire que les pays qui sont membres du marché commun, eh bien, ont une frontière commune avec l'extérieur et les autres. Mais il y a des évolutions, notamment le rétablissement de contrôle qui était plus lâche auparavant. Tous les pays n'ont pas adhéré au même traité, on l'a dit juste avant. Et il y a parmi les États de l'Union européenne, du coup, des débats, des affrontements en lien avec la situation des frontières. Alors, on va commencer par une diapositive. En fait, c'est un GIF, un petit fichier qui va vous montrer l'évolution des frontières de l'Union européenne. Donc je vous invite à regarder ce petit fichier. Il revient sur l'historique et la progression en fait de ces frontières. Bon, l'idée qu'on peut noter à l'issue de ce visionnage, c'est que les frontières extérieures, elles sont de plus en plus nombreuses pour l'Union européenne. Maintenant, si on ouvre nos livres à la page 192, on a une photographie de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc prenez le temps de lire le petit paratexte, vous mettez sur pause, vous avez lu le paratexte, vous revenez sur le fichier audio. Donc, l'air de rien, la première porte d'entrée de l'Union européenne, c'est elle. Enfin, c'est lui. L'aéroport Charles de Gaulle. C'est l'endroit par lequel transitent le plus de passagers qui rentrent sur le territoire de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, l'image de la frontière, il faut aussi la revisiter. Les frontières d'aujourd'hui, ce ne sont plus
par rapport à notre imaginaire et celui, par exemple, de génération identitaire qui s'en va tel un croisé dans son esprit protégé des frontières de l'Union européenne. Non, les frontières de l'Union européenne, c'est d'abord des aéroports, et ce ne sont plus des frontières linéaires qui sont liées au passé, qui jouent toujours le rôle de frontières, hein, bien sûr, mais qui ne sont plus les endroits par lesquels circulent le plus de personnes. Si on complète avec le document qui est juste à côté, la carte sur l'espace économique européen, une carte que vous pouvez retrouver dans le site internet Eubelin comme carte interactive, eh bien, on a aussi les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, avec l'espace Schengen, les limites de l'Union européenne, et le paradoxe, vous l'aurez compris, de cette carte, c'est qu'il y a maintenant une correction à faire, puisque le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne. Voilà quelque chose de nouveau qu'il faut actualiser sur les cartes. Donc, au besoin, vous pouvez retracer le trait bleu. Hein. Oui, une carte, ça s'actualise. Et bien sûr, attention, l'Irlande, elle, est toujours dans l'Union européenne. Donc le trait bleu, il faut le faire passer sous, entre guillemets, au sud du Royaume-Uni, hein, dans la Manche, puis revenir et ne pas oublier de laisser l'Irlande dans l'Union européenne quand vous ferez le tracé. Bon, qu'est-ce qu'on peut noter à l'issue de ces deux documents pour finir maintenant cette introduction? Eh bien que les frontières, elles prennent d'abord différentes formes. Les frontières, ce sont historiquement effectivement des lignes, mais aujourd'hui on se rend compte que ce sont aussi des points. En géographie, il y a la surface, la ligne et les points, et avec ces trois éléments on peut faire toutes les cartes du monde, en ajoutant du texte bien sûr. Ensuite, le passage aux frontières, il se fait différemment en fonction du pays d'arrivée. Alors du coup, notre problématique, ça va être quoi? On va se demander quelles sont les formes, les fonctions et les enjeux géopolitiques des frontières internes et externes de l'Union européenne. Je la répète, quelles sont les formes, fonctions et enjeux géopolitiques des frontières internes et externes de l'Union européenne. Cet objet conclusif, il se décompose en trois jalons, ou il intègre trois jalons du moins. D'abord les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières, venir en Europe, passer la frontière. Le second jalon, c'est les frontières d'un État adhérent, et enfin les espaces transfrontaliers intra-européens, passer et dépasser la frontière au quotidien. Et les trois jalons, ils s'emboîtent successivement dans une approche par échelle. Alors on attaque par le grand A, hein, le fichier audio sera consacré à cette intro plus le grand A, on se revoit jeudi en classe et on attaquera le grand B. Donc les frontières externes de l'Union européenne, donc c'est le grand A, hein, grand A, les frontières externes de l'Union européenne, de points, murs, barrières ou open space. Open space on le met entre guillemets, bien sûr, puisque c'est une expression anglophone. On n'oublie pas le point d'interrogation, pour une fois le titre est... Enfin, pour une fois, mais vous allez voir que ça se répète, puisque le petit 1 est lui-même une question, et donc se termine par un point d'interrogation. Donc petit 1, 27 États autour d'un même projet. Donc l'Union européenne, elle, a un niveau d'intégration qui est sans précédent. Reprenons la machine à remonter dans le temps. Je vous rappelle qu'on fait de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique et des sciences politiques. En 1993, le marché unique instaurait la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services. Et il était à la base de la naissance de l'espace économique européen. Celui qui est cartographié, page 193, hein, la carte qu'on vient de voir. Donc, espace économique européen, c'est une définition que je vous demande de recopier à partir de vos manuels dans vos livres. Si on tourne la page et qu'on s'intéresse au document 1 de la page 194, on a cette fois un texte qui est un extrait de la convention de Schengen. Cet extrait, évidemment, je vais vous demander de le lire. Et une fois que vous aurez fini de le lire, vous revenez sur le fichier audio. Alors, 1993, c'était le marché unique, mais précédemment, 1985, c'était Schengen. Et la libre circulation des personnes entre les États signataires
valable depuis 1995. C'est-à-dire que j'appartiens, entre guillemets, je suis pas encore si vieux que ça, de toute façon j'ai une immunité liée à mon nom, vous le savez bien, mais moi quand j'étais petit, la première fois où j'ai passé la frontière pour aller en Allemagne, il y avait encore des postes frontières. Aujourd'hui, pour ceux qui sont en Moselle en lien avec le Covid, la situation est différente, mais sinon on traverse aisément cette frontière, il n'y a plus de poste frontière, il reste un reliquat qui le signale, mais on la traverse aisément, il n'y a plus vraiment de frontière. Autour d'un même projet, on se demande. Donc on a vu le projet économique, on a vu le projet de circulation des personnes. Autre élément qui pourrait faire penser à un seul et même projet, eh bien, la monnaie. En 2002, la monnaie unique, l'euro, s'impose. Mais, et oui, il y a un mais. Il y a un mais parce que, d'abord, l'espace Schengen, on l'a dit précédemment, il n'est pas pour tous les pays de l'Union européenne. On peut être membre de l'Union européenne et ne pas appartenir à l'espace Schengen. Ce que le document 1, page 193 illustrait. Donc là, du coup, vous avez des exemples concrets à mettre dans une copie, à mettre dans votre cours entre parenthèses. Et puis l'espace Schengen, on l'a dit, il intègre aussi la Suisse. La Suisse qui est un État non européen. Enfin, non européen, qui n'appartient pas à l'Union européenne, pardon. Soyons précis sur les mots. Enfin, la monnaie européenne, l'euro, n'est pas non plus pour tous les pays membres de l'Union européenne. L'euro, c'est la monnaie de 19 des 27 pays de l'espace Schengen. Alors, vous retrouverez plein de documentation directement sur le site de l'Union européenne. C'est europa.eu. Et là, vous aurez plein d'informations pour enrichir vos copies et vos cours. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Le titre du petit 1, c'était 27 États autour d'un même projet. Eh bien, nous, on constate ici dans les faits qu'on a une union qui est quand même à géométrie variable. Mais, il y a une marche commune vers un certain effacement des frontières économiques et la disparition des obstacles à la circulation des hommes. Alors évidemment, avec la Covid, on est en train de remettre des frontières à la circulation des hommes, mais les États membres sont pour l'instant conscients que c'est un état temporaire et que l'idée c'est bien qu'après la crise du Covid, tout revienne en ordre. Deuxième sous-partie, petit 2, élargissement et fragmentation. Quand on est passé de la CECA, qui comptait 6 membres en 1957, à 28 membres en 2013, il y a bien eu une évolution des frontières, forcément, de l'Union européenne. Et ces frontières, si on regarde bien, et si on se rappelle le GIF qu'on a regardé au tout début, eh bien, elles ont été repoussées à la fois vers le sud et vers l'est. D'une certaine façon, il y a eu un glissement des limites de l'Union européenne. On va y revenir. Bon, reste que l'Europe des 28 de 2013 n'est plus l'Union européenne, d'aujourd'hui. Il faut bien distinguer l'Europe de l'Union européenne. L'Europe, c'est un espace géographique, l'Union européenne, c'est un espace géopolitique. Depuis cette année, ça vous l'avez vécu, vous en aurez un souvenir, eh bien le Brexit fait qu'on est aujourd'hui 27 pays dans l'Union européenne. Et ce Brexit, c'est une première qui pose des questions. Alors, qui pose des débats et des défis aussi sur les frontières de l'Irlande, parce qu'il y a une partie de ces importations qui passe par des ports qui sont dans l'Ulster. Or, l'Ulster, c'est l'Irlande britannique. Donc, comment fait l'Irlande pour utiliser son port qui, désormais, n'est plus sur son territoire national, mais qui doit traverser le territoire du Royaume-Uni, qui n'est plus dans le marché commun. Là, il y a un défi, il y a un obstacle concret qui, d'un coup, se pose à l'un des États membres suite à la sortie des Britanniques. Ensuite, le risque de sécession d'autres territoires, il n'est pas exclu. Il faut l'intégrer. Et puis s'ajoutent les revendications indépendantistes, c'est-à-dire qu'on a aussi en Catalogne, en Écosse, dans les Flandres, ou en Corse, plus
proches de nos préoccupations françaises, qui sont des territoires qui demandent leur indépendance. Le paradoxe étant qu'en général, ils ne demandent pas à sortir de l'Union européenne, si on prend le cas de la Catalogne ou le cas de la Corse. C'est-à-dire qu'ils veulent sortir de l'état dans lequel ils sont, à accéder à l'indépendance, mais rester dans l'Union européenne. Donc on parlait d'un glissement des limites de l'Union européenne qui fait débat, parce que il y a aussi des candidatures, c'est-à-dire que là on vient de parler de ceux qui sortent, de ceux qui voudraient accéder à l'indépendance, mais on a aussi des États qui veulent, eux, rentrer dans l'Union européenne, et leur candidature, elle fait débat. C'est le cas par exemple pour la candidature de la Serbie, et puis celle de la Turquie, il ne faut pas l'oublier. Alors, pour rentrer dans l'Union européenne, il faut remplir un certain nombre de critères, qu'on appelle les critères de Copenhague. Copenhague, c'est la capitale du Danemark, parce qu'ils ont été définis à Copenhague. Parmi eux, il y a des critères. Le premier critère, entre guillemets, c'est celui de la démocratie. Si vous n'êtes pas une démocratie, vous ne pouvez pas rentrer dans l'Union européenne. La seconde, c'est que vous adhérez à l'idée d'économie de marché. Si vous n'adhérez pas à l'idée d'économie de marché, vous ne pouvez pas intégrer l'Union européenne. Enfin, dans les critères de Copenhague, il y a aussi le respect des droits de l'homme. Votre pays doit appliquer les droits de l'homme. Alors, pour gérer ces États membres qui veulent entrer dans l'Union européenne et les États qui sont voisins de l'Union européenne, l'Union européenne conduit une politique de voisinage, qui est une sorte d'alternative à l'élargissement. Troisième sous-partie, finissons avec ce grand A, avec une sous-partie qui est un petit peu plus longue que les autres, des passages différenciés. Et pour attaquer ce petit 3 des passages différenciés, je vais vous demander de faire un travail en autonomie et de répondre aux questions 2 et 3 de la page 195. Voilà, donc il y en a pour... l'idée c'est de travailler avec un chronomètre ici. Si on avait été en salle de classe, vous auriez eu 6 minutes pour le faire et l'un d'entre vous aurait été interrogé à l'oral. Donc c'est parti, je vous laisse faire ce travail en autonomie pendant 6 minutes. Alors oui, évidemment, je ne vais pas attendre 6 minutes là sur le fichier audio, je ne suis pas totalement bête, donc vous mettez pause, quand vous avez fini, vous revenez. On passe à la trace écrite. Que retenir pour aller plus loin que ce que vous venez de voir ici? Eh bien, on a 22 pays qui font partie de la zone Schengen. Mais pas l'Irlande, par choix. Pas la Bulgarie. Pourquoi? Parce qu'elle est pour l'instant temporairement exclue du processus de la zone Schengen, alors que la Bulgarie, elle aimerait bien rentrer dans la zone Schengen. Sont aussi dans la zone Schengen les territoires ultramarins. Mayotte, les Canaries sont dans la zone Schengen. Les pays membres de la zone Schengen, eh bien, partagent aussi leurs informations, leurs données. C'est-à-dire qu'en fait, derrière la zone Schengen, il y a aussi un système d'information et de partage des données qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas qu'une frontière physique, c'est aussi une union de données qui est mise en place. Alors globalement, les frontières de l'espace Schengen, elles se ferment de plus en plus. On est sur un espace qui est de plus en plus fermé. Si on prend l'exemple de la Hongrie, eh bien en Hongrie, on va y revenir un petit peu plus tard, on a des murs qui se construisent, on parle même de smart border, frontières qui seraient intelligentes. On a aussi l'agence Frontex. L'agence Frontex déploie de plus en plus de moyens pour réguler les flux migratoires. On avait en 2020 à peu près 10 000 agents qui travaillaient pour l'agence Frontex, qui est liée directement à l'Union européenne. On a aussi le réseau Eurosur, qui assure la surveillance par satellite et drone des frontières de l'Union européenne. Ensuite, il y a des points d'entrée qui sont sous surveillance. Le détroit de Gibraltar, les îles grecques, les aéroports internationaux, le port de Calais, les îles de Lampedusa, au sud de la Méditerranée. Donc on a des points d'entrée qui sont plus surveillés que d'autres. Enfin, on a des accords
des accords qui associent des pays voisins à la surveillance. C'est le cas par exemple du Maroc et de la Turquie. C'est-à-dire que les autorités marocaines et turques font la surveillance de la frontière de l'Union européenne. En échange de quoi? En échange évidemment d'aide et de programmes de partenariats économiques. Donc finalement, la frontière de l'Union européenne ici est assurée par des pays qui sont à l'extérieur de l'Union européenne. Et puis, depuis 2015, il faut noter qu'il y a plusieurs États qui ont rétabli le contrôle aux frontières, indépendamment de la Covid ici. C'est le cas pour la Suède, c'est le cas pour la France, c'est le cas pour le Danemark, c'est le cas pour l'Autriche. C'est très sensible en Autriche. Quand vous passez de l'Allemagne à l'Autriche, et que vous voulez revenir en Allemagne, j'ai fait l'expérience en vacances, et bien là vous avez des embouteillages à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on contrôle l'identité des personnes qui rentrent sur le territoire allemand. Alors, ces rétablissements aux frontières, leur justification, elle est liée, pour ces États, aux craintes de menaces terroristes, aux luttes contre le trafic de stupéfiants. Bon, on va être un petit peu plus terre à terre. Il y a la question des migrants et des réfugiés qui fait débat, qui partage les opinions publiques et qui fait qu'électoralement en ce moment, c'est un petit peu ça serait un petit peu malvenu de donner l'impression que les frontières sont des membranes qui n'existent plus. Donc il y a une repolitisation des frontières et à nouveau des contrôles des circulations des personnes aux frontières. Alors on appelle ce processus la refrontiérisation de l'Union européenne. Et elle ne se fait pas n'importe où par hasard, hein. C'est bien le lieu, en fait, la préoccupation c'est on veut éviter que les migrants les plus pauvres viennent sur notre territoire. Il ne faut pas se voiler la face, et c'est bien de cela qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que ces migrants, humainement, on ne peut pas les laisser mourir de faim, et donc ils ont un coût dont aimerait bien se passer une partie de l'opinion publique. Là, vous voyez qu'on est dans les limites des droits de l'homme évoqués dans l'Union européenne et le projet des traités de Copenhague. Est-ce que les pays de l'Union européenne respectent eux-mêmes ces droits? C'est un autre débat. Alors, ce débat, il est important dans l'Union européenne sur les frontières. En fait, il y a un débat interne. L'Union européenne, c'est un ensemble d'États, et tous les États n'ont pas les mêmes visions, comme toutes les opinions publiques. Ces États n'ont pas le même opinion. On peut dégager un groupe. Ce groupe, c'est le groupe de Visegrad. Visegrad, V-I-S-E-G-R-A-D. Alors, il y a qui dans ce groupe de Visegrad? Dans ce groupe de Visegrad, on a la Pologne. On a la Hongrie, on a la République tchèque, on a la Slovaquie. Or, ces membres, ils défendent des politiques très strictes de contrôle sur les migrations. En opposition au groupe de Visegrad, on a d'autres États qui sont pour le libéralisme. Des États dans lesquels on a des intellectuels et des militants qui sont plus favorables à cette liberté de circulation. Si on parle des militants, par exemple, il y a le réseau No Border. No en anglais et border, c'est frontière, pas de frontière, pas de limite. Et eux, ces groupes, ils vont condamner l'externalisation du contrôle des frontières. L'externalisation, finalement, c'est confier à des entreprises privées ou des États extérieurs la surveillance des frontières. Donc, externalisation, c'est une définition ici à noter en rouge dans vos manuels, enfin à noter en rouge dans vos cahiers et à recopier à partir de vos manuels. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute que les pays du Sud de l'Union européenne, ils traversent une crise. Ils traversent une crise avec un afflux trop important de migrants. Oui, il ne faut pas se voiler non plus la face. Quand il y a plein de migrants qui arrivent d'un coup, ça pose des questions économiques et sociales sur les territoires sur lesquels ils arrivent. Si on prend le cas de l'île de Lesbos, en Grèce par exemple, les gens qui habitaient sur cette île, d'un coup, c'est leur mode de vie qui change complètement, en lien avec l'arrivée massive de migrants. Ces migrants, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se nourrissent.
il faut qu'ils se procurent de l'eau. Et les gens qui habitaient précédemment ici ne vivent plus dans le même espace qu'avant l'arrivée de ces migrants. Il y a une transformation. Pour eux, il faut être capable de le comprendre. Il ne s'agit pas de porter un jugement de c'est bien ou c'est pas bien la migration. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a bien des transformations. Et ces transformations qui sont profondes et brutales, elles sont bien l'expression de ce qu'on appelle une crise. L'autre crise, et cet afflux important de migrants, eh bien, il se traduit aussi par une crise humanitaire du point de vue de ces migrants et des milliers de morts qui se noient dans cette marche, entre guillemets, cette route pour gagner l'Union européenne. Donc il y a une crise, dans tous les sens du terme. Et derrière cette crise, il y a bien une remise en cause de l'unité qui est envisagée à l'origine par les accords de Schengen. C'est ça qu'il faut ici bien saisir. C'est que les pays du Sud, face à la migration, ils sont en situation de crise. Il y a une crise aussi en regard de la situation pour les migrants. Et il y a bien ici une remise en cause de l'unité qui était envisagée initialement par les accords de Schengen. En parallèle, au-delà de la question des migrants, il y a aussi une volonté de retour sur le protectionnisme. C'est-à-dire que cette fois, il ne s'agit pas de remettre en cause ou de rediscuter de la liberté de circulation des personnes, mais de celle des biens et des capitaux. Illustration avec le débat sur la taxe sur les GAFAM. Vous avez vu précédemment ce qu'étaient les GAFAM. Eh bien, elle est voulue notamment par la France, cette taxe sur les GAFAM, des entreprises qui vont profiter des différences législations présentes dans l'Union européenne pour échapper au fisc, d'une certaine façon. Et donc là, il y a l'idée que, non, défendue par la France, que tous les États doivent taxer de la même façon les GAFAM à l'intérieur de l'Union européenne. Ce volonté de retour au protectionnisme, il est aussi mobilisé par de nombreux syndicats qui veulent protéger le marché du travail en lien avec notamment la question des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, c'est des travailleurs qui ne sont pas des ressortissants du pays dans lequel vous êtes, mais qui peuvent venir travailler sur ce territoire en étant payés au salaire initialement présent dans leur pays. C'est en lien avec la fameuse directive Bolkestein, entre guillemets, qui avait fait couler beaucoup d'encre et de postillons à l'époque du référendum sur la Constitution européenne. Donc, pour les syndicats, il y a ici ce qu'on appelle un dumping social. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où si un Polonais vient travailler sur le territoire français pour être payé comme un Polonais, évidemment les Français ils vont plus avoir de travail. Bon, dans la réalité, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les travailleurs détachés, il y a beaucoup de travailleurs détachés français qui vont travailler dans d'autres pays de l'Union européenne et qui sont bien contents de continuer à toucher un salaire français. Il faut éclairer les choses des deux côtés. Alors, travailleur détaché, c'est pas une définition que vous aurez par contre dans votre manuel, donc je vous la livre. Travailleur détaché, c'est le statut propre à un employé d'un État membre pouvant travailler dans un autre État membre, évidemment de l'Union européenne, en bénéficiant des salaires et des conditions de travail, mais relevant de cotisations sociales propres au pays de départ. Voilà, on a fini notre grand A, qui était long puisqu'il y avait l'introduction jointe, et on se retrouve jeudi pour attaquer le grand B, pour faire le grand B, les frontières des États adhérents. Voilà, bonne journée à vous, bonne rentrée du coup, puisque c'est votre rentrée à distance. Pour ceux qui cherchent à s'avancer le plus possible, je vais essayer de mettre le cours en ligne dès le dimanche précédent, le lundi. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.